Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. D'abord, si vous n'aviez pas vu mes précédentes vidéos sur la chaîne, notamment la précédente, laissez-moi vous souhaiter une magnifique année 2026. Je vous souhaite le meilleur pour ce nouvel an, cette nouvelle année. On est encore en janvier, donc il n'est pas trop tard pour vous le souhaiter. Et j'en profite également pour tout de suite vous remercier parce que voilà, le 5 janvier, j'ai fêté en tout petit comité, c'est-à-dire moi-même avec moi-même, les 9 ans de ma chaîne YouTube. Il y a 9 ans quand j'ai commencé, j'aurais jamais cru que j'allais continuer pendant 9 ans à tourner des vidéos. Surtout vu ce qui s'est passé cette année, donc d'ailleurs on va en parler dans ce bilan. C'est la traditionnelle vidéo de début d'année où je reviens sur ce qui s'est passé en 2025, point de vue des lectures, point de vue des réseaux sociaux pour moi, etc. Et mes projets pour 2026 et mes envies, point de vue lecture. Donc si vous avez envie d'être un petit peu au courant de tout ça, c'est le moment, c'est l'instant. Mettez-vous bien pour ce dimanche matin, prenez-vous un petit thé, un petit café, un petit chocolat chaud s'il neige chez vous, enfin bref, mettez-vous à l'aise, qu'on papote vous et moi comme si nous nous connaissions réellement et non pas à travers un écran. Si je fais le bilan de 2025, je peux dire que point de vue de Plume à Papote, ça a été une année très productive, mais aussi très challengeante. Voilà, je suis globalement très satisfaite de ce que j'ai réussi à vous sortir pour nouer des liens avec vous, discuter autour de la lecture, etc. En sachant que voilà, les premières choses qui sont sorties en 2025, c'est les challenges. J'avais déjà commencé en 2024 avec le Heartstopper Book Challenge qui vous avait beaucoup plu aux participants. Et ça m'a donné envie de continuer à gamifier mes lectures. Et quitte à le faire pour moi, bah, autant vous le partager. D'ailleurs, si vous vous demandez si tous ces challenges reviennent en 2026, oui, vous me les avez réclamés. Donc tous mes challenges reviennent pour cette nouvelle année. C'est bien beau, mais si vous venez de débarquer, vous vous demandez ce que c'est. Tout d'abord, sachez-le, eh bien, le Palaton revient. Vous savez, c'est cet immense challenge de la palle qui vise justement à vous transformer en guerrier, en prêtresse, guerrière, prêtresse, voleuse, etc. de la palle et à affronter justement cette palle pour la faire diminuer sans se faire happer par des quêtes annexes. Les explications du challenge reviennent très très vite, mais si ça vous tente déjà de savoir à quelle sauce vous allez être mangé, la vidéo de l'année passée est toujours disponible et grosso modo, il n'y a pas grand chose qui va changer pour la nouvelle édition. Maintenant, pour les plus impatients qui veulent savoir quand le challenge va débuter, le 30 janvier. C'est un vendredi, on commencera à lire le 30 janvier pour faire baisser notre palle et le challenge se terminera le 1er mars, je crois. Je pense que c'est ça que j'ai fixé. De toute façon, pas de panique, toutes les dates des challenges vont sortir sur Instagram dans un petit réel dans le courant de la semaine. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas aussi et à activer les notifications si vous avez peur d'oublier. Mais donc toutes les dates vont sortir à ce moment-là. Donc bref, je suis très heureuse que ce challenge revienne pour 2 mois. J'ai tiré les conclusions du premier, à savoir que c'était très ambitieux, 3 mois de challenge. Et puis il y a des trucs personnels qui sont catapultés dans ma vie qui ont fait que j'ai pas pu être aussi présente que je le voulais pour le 3e mois. Donc reprenons sur des bonnes bases, 2 mois de challenge, ça me semble très très bien. Un petit peu plus tard dans l'année, au mois de mai et au mois de juin, ça commencera le 1er mai, ça se terminera il y a 30 juin, il y a 30 jours en juin, je crois. Oui, 30 jours. Ça se terminera le 30 juin, c'est le Heartstopper Book Challenge pour sa 3e édition. Je l'aime d'amour ce challenge. D'abord je l'ai créé pour moi et puis je l'ai partagé avec vous parce que ça vous enthousiasmait et vous m'avez pas déçu. Donc on revivra des lectures sous le signe de Heartstopper et des lectures LGBT. Le 3e challenge qui est apparu cette année, il était absolument pas prévu. Franchement, quand j'ai commencé 2025, je m'étais pas dit que j'allais intégrer et créer un challenge d'une telle envergure, mais je me suis amusée à le créer, amusée vraiment lors de mes lectures. Le Manoir des Ombres reviendra également pour le mois d'octobre et le mois de novembre. À nouveau, pour tous ces challenges, les vidéos explicatives sont disponibles sur ma chaîne YouTube ainsi que des explications écrites sur mon Instagram.
ainsi que sur mon Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre par là-bas si vous voulez toutes les explications à l'avance. Il y aura quelques ajustements bien sûr parce qu'on apprend de ses erreurs et on évolue, mais les formules resteront sensiblement les mêmes. En 2024, j'avais lancé un readathon de Noël. J'avais envie de me l'offrir et du coup, quitte à le faire pour moi individuellement, je savais que mes abonnés Twitch, ça allait leur plaire, donc je leur avais proposé de me rejoindre dans ce readathon de Noël. Ça avait cartonné, ça vous avait bien plu et donc l'idée m'était venue lors des streams de se dire mais en fait on ferait bien des readathons de 4 saisons. Donc un readathon par saison. J'ai tenu la distance quasiment en 2025 par rapport à ces readathons, donc ils vont revenir en 2026. La seule exception c'est le readathon d'automne que j'ai pas réussi à animer et à créer. Donc bah, voilà, 2026 il viendra. J'ai pas encore fixé exactement les dates des readathons, mais je vais les intercaler bien entendu entre mes challenges. Donc sachez qu'il y a déjà eu le readathon du nouvel an qui est en fait le readathon de l'hiver. Donc voilà, le prochain readathon aura lieu au printemps en toute logique. Il y en aura un ou deux en été selon si mon été est fort chargé ou pas. Et si surtout vous êtes intéressé bien sûr. Et puis n'oublions pas le readathon de l'automne qui là aura bel et bien lieu. Et puis on recommencera avec le readathon de l'hiver, etc. etc. La plupart de ces challenges donc se passent sur Twitch et Instagram ainsi que dans mon Discord. Et d'ailleurs le Palaton c'est le challenge qui a lancé mon Discord. Je suis heureuse de savoir qu'il y a environ 80 membres présents sur ce Discord. On discute, on papote en toute bienveillance. Il y a des échanges qui sont hilarants, mais surtout parfois des idées de lecture et de lecture commune. Et ça me réjouit. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, promis. Toutes les personnes présentes sur le Discord sont excellentes et vous serez soignés aux petits oignons. Ça m'amène à parler des lectures communes. Depuis 2023 ou 2024, j'en organise de temps en temps ponctuellement et voilà, j'en ai organisé aussi en 2025, mais beaucoup moins que ce que j'aurais aimé. Du coup, là, j'espère vraiment réorganiser des lectures communes un petit peu plus fréquentes. Je me suis fixé l'objectif de 5 lectures communes cette année. La première lecture commune, elle commence d'ici quelques jours. J'ai pas encore fixé tous les paramètres, etc. Mais suivez-moi bien sur Instagram et sur mon Discord parce que tout ça va sortir. Et ce sera la lecture commune de Les Hauts de Hurlevent de Emily Bronte. Avant, voilà, on va le lire avant d'aller regarder le film au cinéma, avant sa sortie. Moi je l'ai lu il y a des années, donc j'ai très envie de redécouvrir ce livre avec vous en votre compagnie et d'avoir une lecture peut-être un petit peu plus éclairée et un petit peu plus mature. Donc si ça vous intéresse, les informations sortent bientôt sur Instagram et sur Discord. Ça fait déjà pas mal de choses finalement par rapport au bilan 2025. Mais je sais que si vous êtes là, ce qui vous intéresse c'est un petit peu les statistiques, les tops et les flops. Donc sans plus tarder, intéressons-nous à cela. En début 2025, je m'étais inscrite sur Babelio pour me fixer un objectif de lecture et avoir les statistiques des mois mensuels et annuels, etc. Bon bah, quel était l'objectif que je m'étais fixé? C'était un objectif de lecture de 150 livres en 2025. Est-ce que j'ai réussi ce challenge qui était vachement ambitieux, étant donné que moi, sans y réfléchir, sans aller chercher trop loin, généralement j'avoisine les 120 lectures par an. On n'y est pas, voilà, on n'y est pas. J'ai lu 120 livres cette année, j'en ai abandonné 17 en plus des 120 livres, donc ça veut dire que j'ai fait environ 137 lectures sur cette année. C'est pas mal, mais ce qui m'a manqué en fait c'est le mois de novembre, de fin septembre à début décembre, j'ai eu vraiment une grosse panne de lecture et ça s'explique tout simplement par ma vie professionnelle qui a pris l'ascendant sur mes loisirs. C'est pour ça que j'ai déserté YouTube, c'est pour ça que j'ai déserté également Instagram, Twitch. J'ai plus fait de stream du tout en novembre et en décembre à mon grand regret. Combiné à ça, à la panne de lecture, ce qui m'a aussi totalement bloqué, c'est la suppression de ma chaîne YouTube pour quelques semaines, environ 6. Ça a vraiment été un coup dur au moral pour moi, c'était vraiment the cherries on the top. Et l'année vraiment avait été difficile d'un point de vue personnel, c'était une année de deuil, on va pas se mentir. Et là, le fait d'avoir la chaîne supprimée,
c'était à nouveau un deuil qui m'a vraiment apporté un coup de massue et je me suis dit un petit peu mais à quoi bon? Alors j'ai cherché des solutions, j'ai cherché d'autres plateformes sur lesquelles créer, etc. Mais mon élan créatif a été emporté, tout comme mon envie de lire. Parce que certes je lis pour moi, mais je lis toujours aussi pour vous partager mes lectures et échanger avec vous. Et donc voilà, ça m'a mis un coup au moral. Et ce coup au moral a fait que j'ai moins lu et que j'ai pas respecté le ratio entre professionnel et privé, loisir. Donc voilà, cette année-ci, j'essaye de reprendre le pas là-dessus et de laisser mon travail au travail, même si je suis prof et que c'est très difficile. Du coup, je n'ai pas atteint l'objectif des 150 livres en 2025, mais je me suis dit que j'allais me le refixer en 2026 pour que ce soit un vrai challenge, parce que je sais que 120 livres, je peux le faire sans trop réfléchir, même avec une immense panne de lecture de quelques semaines. Donc ça devrait le faire en 2026. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Voilà, moi c'est vraiment dans l'idée du fun, c'est pas du tout une pression énorme, mais il y a cette envie, avec les 150 livres, je ne l'ai pas sorti de nulle part, de faire baisser ma palle et de la faire revenir en dessous des 50 livres. Parce que, si vous vous souvenez, l'année passée j'avais commencé 2025 avec 197 livres dans ma palle, on n'est pas loin de la même chose alors que j'ai lu 137 livres. Chercher l'erreur, les calculs sont pas bons. Clairement, je suis pas prof de maths. bref. On va essayer de lire 150 livres et de calmer le jeu sur les achats. C'est déjà bien lancé, ça, de mon point de vue. On va essayer de calmer le jeu sur les emprunts Bibliobus, bibliothèque et surtout les services presse sur NetGalley. C'est ça qui m'a mis dans le jus. J'ai vraiment pris trop de services presse sur ce service, sur cette plateforme en 2025. Donc là, j'essaye un petit peu de me restreindre. Je vais essayer de finir mes services presse en cours et les plus urgents pour la plateforme et me contenter des services presse. Quand je dis me contenter, c'est très positif, hein. Des services presse avec les auteurs et la maison d'édition avec qui je suis en partenariat pour 2026. Je pense que ce sera largement suffisant. Et surtout, c'est mes auteurs doudou, donc je sais qu'à chaque fois, c'est d'excellentes lectures. Je suis jamais déçue. Donc apprêtez-vous à retrouver les lectures de Charlie Reinhardt et de Rohan Lockhart en 2026 toujours. Voilà. Bref, on arrive à cette partie de vidéo où traditionnellement je vous expliquais mes tops et mes flops. Je vous avoue que j'ai pas trop envie de m'attarder sur mes flops. Comme je vous ai dit, j'ai abandonné 17 livres. Il y en a... en fait, j'ai pas eu vraiment, mis à part ces abandons, de flops. Il y a eu beaucoup de lectures moyennes, on va dire ça comme ça, en 2025. Il y a quand même un flop que je vous ai sélectionné pour pas vous mentir dans le titre de la vidéo et dans la description. Ce flop, sachez que c'est un abandon, donc j'ai abandonné après 25% de lecture. Je me sens quand même légitime d'en parler et de vous expliquer pourquoi. Je misais beaucoup sur ce service presse, à savoir Austin Academy, le tome 1, Elisabeth, dont je vous mets la couverture ici puisque je l'ai lu en numérique. Enfin, je l'ai abandonné en numérique. C'est publié aux éditions J'ai lu, c'est une traduction si je me trompe pas. Et moi, si vous le savez pas, je suis une grande fan de Jane Austen. C'est vraiment une de mes autrices préférées, même si je n'ai pas encore lu tous ces 7 romans. Mais j'en ai lu beaucoup. J'adore Elisabeth, voilà, sachez-le. Je sais que tout le monde est amoureux de Darcy, de Monsieur Darcy. Moi, c'est pas le gars qui me fait rêver. Quand je lis le livre, c'est Elisabeth, voilà, je me dis, c'est l'héroïne, c'est pas pour rien. Enfin, une héroïne de romance où tu te dis, mais bien sûr qu'on l'adore, elle est excellente. Je l'aime pour sa modernité, je l'aime pour sa confiance en elle, pour son orgueil également et l'intelligence qu'elle a de se remettre en question et d'accepter qu'elle est en tort et de changer sa vision sur Monsieur Darcy. Je l'aime aussi pour l'empathie qu'elle a pour ses sœurs, pour son amie Charlotte et pour la claque, le vent qu'elle met à son cousin. Tout le monde connaît ce personnage de romance, détestable, hein, détestable. C'est déjà quoi son nom? Je l'aime tellement pas que j'ai oublié son nom. Mais son cousin qui veut l'épouser pour soi-disant hériter. Enfin, il allait déjà hériter, mais bref.
Vous savez, c'est le gars qui dit dans le film These are excellent potatoes, excellent boiled potatoes. Bref. Enfin voilà, je pourrais discourir sur cette œuvre et surtout sur Elisabeth pendant des heures si vous me laissez faire. Donc quand j'ai vu que la Austen Academy sortait, ce qui est une réécriture moderne de Orgueil et Préjugés, je me suis dit que je devais foncer dessus et j'ai été acceptée pour le service presse, donc c'était trop bien. Bien mal m'en a pris, je n'ai absolument pas retrouvé les éléments qui me plaisaient dans le roman d'origine de Jane Austen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé, mais pour moi en fait, toutes les caractéristiques qui faisaient que Orgueil et Préjugés sont une excellente romance ont été anéanties, ont été broyées et passées aux oubliettes pour faire une version mais vraiment délavée, insipide de cette œuvre absolument génialissime. Et la première chose qui a été délavée, c'est l'héroïne. Voilà. Si Elisabeth était restée Elisabeth, j'ai envie de vous dire, j'aurais pu pardonner beaucoup de choses et comprendre que voilà, c'est une réécriture moderne, romantique, comme les lecteurs et les lectrices de romances apprécient, et ça j'aurais pu totalement l'entendre et l'accepter. Mais à partir du moment où Elisabeth n'est plus cette personne indépendante et intelligente, et où elle devient cette petite chose fragile, un cliché des héroïnes de romance qui n'a absolument pas confiance en elle et qui doute de tout et qui surtout devient superficielle alors qu'Elisabeth n'est pas superficielle dans le roman. Justement ça qui est excellent, c'est que le personnage superficiel c'est Caroline Bingley. Et en fait, Elisabeth, dans cette version, prend énormément de traits de caractère de Caroline. Elle parle de sa tenue vestimentaire, elle se trouve laide, elle ne se trouve pas jolie dans le miroir, etc. Alors je peux comprendre, mais en fait, moi en 2025 et en 2026, je peux plus lire ça. On veut des héroïnes qui ont confiance en elles, qui acceptent leur corps. C'est parce qu'on verra et qu'on lira des héroïnes comme ça que nous, les femmes, on pourra s'accepter et considérer que nos corps sont un non-sujet en fait. Et on a besoin de ça. Et donc voilà, la trouver ainsi, qui déblatère pendant 2 pages sur sa tenue qui lui plaît, mais lui plaît pas tant que ça, et qui est pourquoi est-ce que je ne suis pas aussi jolie que ma soeur Jane, c'est quand même dramatique, Jane elle est magnifique, etc. Et moi pas, et je pleure là-dessus, je pouvais vraiment pas. Voilà. Et donc Elisabeth, rien ne va tourner autour de ses études, autour de son intelligence, autour de la situation qu'elle peut avoir familiale, voilà, ça, et dans le monde. Tout va tourner autour de sa romance. Moi j'ai pas pu, j'ai vraiment pas pu. J'ai dit un no way. Et la chose aussi qui m'a vraiment très fort embêtée dans cette adaptation, jusqu'au point où j'ai lu, bien sûr, puisque j'ai pas lu la moitié du bouquin, hein. Peut-être que j'ai lu la moitié du bouquin, je sais pas si j'ai été jusqu'à 50%, mais j'ai pas été très loin. C'est que en fait dans la famille d'Elisabeth, il y a Elisabeth et elle a 4 sœurs. Et là dans cette réécriture, on a supprimé une des sœurs qui est Mary. Alors certes Marie, elle a l'air un petit peu chiante, hein, on va pas se mentir, c'est la sœur un petit peu effacée derrière l'impertinence de Lydia et Kitty, derrière l'intelligence d'Elisabeth et derrière la beauté de Jane. Pour autant, c'est une sœur que moi j'estime totalement essentielle et importante, et qui est peut-être en fait la présence en elle-même de Jane Austen dans ce livre. Je pense très clairement que Jane Austen a dû s'écrire et a dû noter beaucoup de choses d'elle-même dans ce personnage de Mary, qui est fort éclipsé déjà dans l'œuvre de départ, on est bien d'accord, mais elle a toute son importance, elle a ses espoirs, et justement dans une version moderne, ça aurait été une jeune fille très intéressante à réécrire, justement, parce qu'elle est prude, parce qu'elle est apparemment croyante, j'ai l'impression. Bref, avant d'être interrompue par ma caméra, je disais que Marie était donc ce personnage qui pouvait s'avérer très intéressant, surtout dans une réécriture moderne. Et là, elle a été totalement supprimée. Et alors, quand tu dis que tu fais une réécriture de ça, d'une œuvre, c'est normal, bien entendu, de prendre des libertés. Il y a des choses qui se sont passées en 1700 et quelques qui ne peuvent pas se passer en 2020, 2025, bien entendu. Mais de là à supprimer un personnage qui est un membre de la famille Bennet, j'ai pas compris du tout. Et dernière chose qui a fait que ça ne prenait pas avec moi, c'est cette histoire de mariage dans l'idée de la mère de famille, donc Madame Bennet. On sait donc que dans l'œuvre de départ, elle est omnibulée par le mariage de ses filles.
Le livre commence d'ailleurs par cette citation où on parle du mariage chez un jeune homme de bonne famille, etc. et chez donc une mère d'une famille surtout composée de filles qui va essayer de les marier à l'homme le plus riche de la région, etc. Donc bien sûr que le mariage est essentiel dans l'œuvre de départ. Mais du coup, en 2025, est-ce que ça a du sens? Surtout pour des jeunes filles aussi jeunes. Savoir que donc Elisabeth avait gardé son âge et Jane aussi et les sœurs aussi. Donc le fait que la mère veuille absolument que ses filles sortent avec un homme, avec des jeunes garçons et se marient, etc. et que ce soit sa préoccupation principale par rapport au bonheur de ses filles, bah, ça me paraît mais totalement invraisemblable. Mais invraisemblable en 2025. Surtout que les personnages sont restés blancs. Alors loin de moi de vouloir être raciste ou d'avoir recours à des clichés, etc. Mais ça aurait pu s'expliquer par exemple par une autre culture où voilà, il y a des cultures où le mariage reste extrêmement important, des religions où ça reste extrêmement important. Et alors, je sais pas, que la famille Bennett devienne racisée, ça aurait eu tout son sens, je trouve. Mais là, 4 meufs blanches dont la mère est là dans la conversation WhatsApp en train de poser des questions sur leurs relations et de savoir si elles ont rencontré des garçons mignons et de potentiels bons partis, après la première journée d'école, ça n'avait aucun sens pour moi. Mais vraiment aucun sens. C'est... Voilà. Surtout qu'on se moque pas de Madame Bennett dans ce cas-ci, c'est à prendre au premier degré. Ou alors j'ai pas compris le second degré de cette œuvre, je sais pas. Mais donc voilà. Tout ça a fait que j'ai arrêté ma lecture et qu'elle reste de mémoire mon plus gros flop de 2025. Clairement. Lisez-le si vous avez envie, faites-vous votre propre opinion et surtout venez me dire par après en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà, si vous avez en tout cas envie d'une lecture pas très voyez, casse-tête, vous pouvez foncer là-dessus. Mais prenez bien cette œuvre pour ce qu'elle est. Et moi je vous conseillerais de toute façon de lire l'œuvre originale. Vous verrez, c'est un classique qui est vraiment très facile à lire. Venons-en à mes top de 2025. Écoutez, il n'y a pas eu de surprise dans mes tops, on va dire ça comme ça. Ça a été une année avec beaucoup de lectures bonnes, voire moyennes, et puis quelques petites pépitas. Je pense que voilà, après 9 ans sur Booktube, 9 ans sur les réseaux sociaux pour parler de mes lectures, je sais ce que j'aime, je sais ce qui va fonctionner pour moi, et donc voilà, il n'y a pas eu de surprise, vraiment pas. Donc laissez-moi vous citer quelques livres qui m'ont marqué, qui ont marqué mon année de lecture, dans le désordre. Voilà, je les cite sans ordre d'importance, mais sachez qu'elles ont toutes généré de très bons sentiments en moi, de très bonnes réflexions, et elles ont suscité des moments très agréables lors de ma lecture, et même par après. Une des lectures dont je souhaite vous parler, mais c'est sans surprise, c'est les livres de Charlie Reinhardt. C'est sa romantaisie avec les orques, voilà. Sachez donc que je suis en partenariat avec cette autrice, donc je reçois ses services presse en numérique. Et là, en fait, quand elle a fait le pitch de ses livres, j'ai décidé de me les acheter en version collector, donc en version papier. C'est vrai que je les ai pas prises pour vous les montrer, mais donc le dernier que j'ai lu en 2025 et vraiment à la toute fin, c'était au mois de décembre, c'est L'écho dans Liens de brume. Voilà, j'ai tout aimé dans cet univers avec les deux orques, enfin pas avec les deux orques, avec les orques et avec ces monstres ou ces êtres magiques. J'ai aimé que ce soit un Omégaverse, j'ai aimé que ce soit une romantaisie, j'ai aimé que ce soit pas misogyne, très féministe et assez interpellant. Par-dessus donc cette romance en romantaisie dans cet univers de fantaisie, Charlie Reinhardt, elle arrive toujours à nous parsemer des réflexions sur notre monde, sur notre rapport entre homme-femme, homme-homme, femme-femme, enfin bref, dans toutes les relations, etc. Et même si c'est des lectures qui se veulent pas prises de tête, qui se veulent romantiques et juste distrayantes finalement, eh bien on en arrive quand même à réfléchir sur qui on est, sur notre rapport au monde, sur notre rapport avec les autres, et je trouve ça donc vraiment extrêmement bien joué, d'autant plus que sa plume est vraiment palpitante et vraiment bien rythmée tout au long du récit. Jamais on ne s'embête, jamais on ne s'ennuie, et à chaque fois
c'est vraiment une réussite. Bref, j'ai vraiment tout aimé dans cet univers, dans cette histoire qui était vraiment palpitante et très 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 prenante. Il n'y avait rien à acheter, vraiment, que ce soit les héros, l'intrigue, l'écriture, tout était bon. Donc je ne peux que vous conseiller ces livres-là. Sans surprise aucune, j'ai beaucoup aimé mes lectures avec Rowan Lockhart également cette année. On est sur de la romance, j'ai lu des romances contemporaines très doudou de lui, notamment Love and Game, le tome 1, le tome 2. J'ai aussi lu sa saga Wings. J'ai préféré Love and Game, notamment le tome 2. On apprend plein de choses. Je trouve que voilà, c'est des romances contemporaines qui me plaisent énormément parce qu'à nouveau c'est un auteur qui essaye d'aller au-delà des clichés et de jouer des clichés de la romance, etc., de jouer avec, et surtout de jouer avec les clichés des genres, et c'est ça qui me fait très plaisir dans ces lectures queer. Donc n'hésitez pas à foncer sur ces titres en 2026. Point de vue des livres auxquels je ne m'attendais pas en 2025, il y a eu Vous parlez de mon fils de Luc Besson. Non, Philippe Besson. Luc Besson, c'est pas le même. Bref. Ça a été une de mes premières lectures en 2025 et ça augurait donc des choses très très bonnes pour cette année. Je l'avais pris en service presse, je pense, ou en emprunt, je ne sais plus. Je pense que c'était un emprunt sur Lirtuel. Je sais même plus maintenant. Et donc j'ai déjà lu des livres de cet auteur, je savais que j'aimais bien. Et donc je me suis plongée dedans sans trop savoir de quoi ça allait parler. Moi je m'étais attendue à ce qu'on ait un père qui nous parle de son fils queer. Et en fait c'était pas du tout ça. Voilà. Donc du coup j'ai été extrêmement surprise par ce livre qui parle en fait de harcèlement. Et on comprend très très vite malheureusement que le papa, s'il nous parle de son fils, c'est que l'issue est fatale et n'est clairement pas joyeuse. Et pour autant, on va continuer à lire parce qu'on se dit tout du long, et c'est en ça que l'auteur est un génie, c'est qu'il arrive à nous happer dans les sentiments du père et qu'on a énormément d'empathie et qu'on ressent ce qu'il ressent. On se dit qu'on se doit pour son fils, qu'on doit lire en honneur, en son honneur et en sa mémoire, tous ces passages, même s'ils sont très très difficiles. Personnellement j'ai été très touchée par ce livre, d'autant plus que je suis enseignante, que je travaille avec des adolescents qui avaient l'âge du fils dans le roman, et donc forcément quand je lis ça je peux pas m'empêcher d'avoir des visages d'anciens élèves ou d'élèves que j'ai eu récemment, et donc ça ajoute forcément une autre valeur au récit, ou une autre dimension au récit plutôt. Même si on n'est pas enseignant, tout autant, même si on n'est pas concerné parce qu'on n'a pas d'adolescent dans son entourage, vous allez aimer ce livre pour tout ce qu'il vous fait ressentir. Je pense que l'auteur est un génie des mots, mais surtout un génie des émotions pour nous les faire ressentir à ce point-là. Et ce que j'ai aimé dans cette œuvre, c'est qu'il n'y a pas de blâme finalement. Il y a juste des faits, c'est factuel. Tout en étant en émotion, c'est ça qui est étrange et bizarre, mais on va pas jeter la pierre aux enseignants, on va pas jeter la pierre au système, on va pas jeter la pierre aux parents, on jette pas tant la pierre non plus aux harceleurs. En fait on explique voilà, c'est ça qui s'est passé et voilà où ça a merdé, à quel niveau, etc. Et donc on suit cette succession de petits cailloux qui font que un jour un adolescent va commettre l'irréparable et le geste irréparable. C'est une lecture bouleversante, c'est une lecture coup de poing, mais je peux que vous la conseiller. Je pense que c'est vraiment un style de lecture absolument nécessaire dans notre société qui ne peut que nous apprendre l'empathie finalement. Et moi c'est ce que j'aime dans la lecture, c'est que on ne peut avoir que sa vie à soi, mais grâce à la lecture on peut vivre 1000 vies, et c'est clairement un exemple typique et parfait de ça. Bon, on va terminer avec un coup de cœur absolu, magistral, auquel je ne m'attendais absolument pas. En 2025, j'ai tenté une nouvelle expérience, j'ai lu La Rentrée littéraire.
Alors si vous me suivez depuis de nombreuses années, vous savez que c'était jamais arrivé, que moi je suis pas pro rentrée littéraire, que je trouve ça très ronflant, que tous les prix, etc. C'est pas le style de littérature qui me fait vibrer et ainsi de suite. Mais j'ai répondu à l'appel à l'aide de ma libraire. Bon, c'était une proposition, hein, elle avait clairement pas besoin d'aide. Mais voilà, elle a organisé donc un club de lecture avec ses collègues pour les aider en fait à lire la rentrée littéraire. Puisque vous savez, il y a environ 500 livres qui sortent à ce moment-là, du mois d'août au mois d'octobre, je pense bien que c'est ça. Et donc forcément les libraires croulent sous les services presse et doivent pouvoir quand même conseiller les bouquins à leurs clients. Et donc une façon en fait de savoir, d'avoir le nez, etc., de ce qui va bien marcher, etc., c'est de les lire forcément, mais avec une équipe de 4, lire 500 livres c'est pas possible bien sûr. Elles ne reçoivent pas 500 livres bien sûr dans l'équipe, mais elles en reçoivent beaucoup, et donc elles ont fait appel à certains membres, enfin à certains clients de leur librairie. Et donc je me suis proposée, j'ai donc pu lire une dizaine de livres de la rentrée littéraire. D'ailleurs ça a fait tout l'objet d'une série sur Instagram. Je voulais vous faire une vidéo YouTube, mais à ce moment là ma chaîne était supprimée, donc ça m'a coupé dans mon élan, et sortir un livre, sortir une vidéo sur la rentrée littéraire au mois de janvier, ça n'aurait pas beaucoup de sens, hein, bien sûr. Donc du coup voilà, vous pourrez retrouver toutes les informations sur mes lectures sur mon Instagram. Et parmi tous les livres que j'ai lus, il y en a un, mais un, ça a été un véritable coup de cœur. Je l'ai lu en quasiment un jour et demi, voilà, je l'ai commencé un après-midi d'été, je l'ai fini le lendemain matin, enfin le lendemain après-midi pour le book club justement de la librairie, où je devais dire voilà, j'ai adoré ce livre là, pourquoi et telle raison, etc. Et ce livre c'est Je voulais juste vivre, ou Je voulais vivre, pardon, Je voulais vivre de Adélaïde de Clermont-Tonnerre, si je me trompe pas. Je vous mets la couverture ici à nouveau, mais elle est pas remarquable, hein, comme on le sait, avec ce style d'éditeur et ce style de littérature. Et pourtant c'est un petit bijou, voilà. Si vous vous demandez, point de vue de l'histoire, on va suivre Milady, donc le personnage des Trois Mousquetaires de Dumas. Dans les Trois Mousquetaires et dans les films, dans toutes les adaptations qui ont eu lieu sur ces romans, dans les films de Cap et d'Épée, Milady c'est la grande méchante du livre. Et en fait, Adélaïde de Clermont-Tonnerre nous propose ici un roman de son point de vue qui est une réhabilitation de ce personnage de la littérature. Et elle va nous expliquer en fait à travers l'histoire de Milady pourquoi Milady est le personnage qu'elle est dans le roman, et surtout en fait le traitement injuste qui lui est fait dans le roman par Dumas. C'est une lecture profondément féministe. C'est un personnage qui est vraiment réhabilité, qui trouve ses lettres de noblesse, et c'est une relecture finalement des Trois Mousquetaires modernes, et je trouve ça absolument génial et absolument fantastique. Moi ça m'a pris aux tripes. J'avais lu les Trois Mousquetaires, mais il y a déjà des années de ça, j'avais un vague souvenir de l'intrigue principale, mais sans plus. Et là, mais vraiment, j'ai été prise dans mes émotions et dans ma chair finalement pour cette femme. C'est un récit mais vraiment romanesque comme on en aimerait plus dans la rentrée littéraire. J'ai vraiment trouvé ça fantastique, donc je peux que vous recommander ce livre. Franchement, foncez dessus si vous ne l'avez pas encore lu. Je vais m'arrêter là pour mes tops et mes flops. C'est une vidéo donc qui comporte un petit peu moins de livres qu'auparavant, comme j'ai pu faire les années précédentes, mais vu que je blablate beaucoup sur mes différents challenges et ainsi de suite, je pense que c'est largement suffisant et que ça vous donne de quoi lire, ça vous donne des idées de lecture en tout cas pour cette nouvelle année. Et n'oubliez pas en tout cas qu'on va se retrouver très vite sur les réseaux sociaux pour les différents challenges, pour les différentes lectures communes. Moi en tout cas je vous remercie de me suivre depuis 9 ans, de vous abonner, de regarder mes vidéos, de les commenter, de les partager autour de vous, mais également d'être là présent sur Instagram, sur le Discord, sur Twitch. En 2026 j'espère avoir une espèce de régularité pour mes réseaux sociaux et que l'année soit bien meilleure que 2025, ce qui devrait me permettre du coup
d'assumer cette régularité hein, et de ne pas vous faire faux bond. Mais sachez en tout cas que je suis jamais très très loin des réseaux sociaux et d'un bon bouquin. Et donc même si je vous sors pas de vidéos sur YouTube, bah, je suis présente sur le Discord, sur Instagram et sur Twitch. Et donc voilà. En tout cas, si vous devez retenir une chose, c'est en tout cas merci, merci, merci beaucoup pour cette présence depuis 9 ans à regarder cette vieille meuf avec des montages et des tournages approximatifs. Franchement, ça va me droit au cœur et sans vous, j'aurais peut-être pas continué les réseaux sociaux depuis autant de temps. Donc je vous souhaite en tout cas d'extrêmement bonnes lectures, non ça se dit pas, je vous souhaite en tout cas de bonnes lectures, d'excellentes lectures en 2026, que ce soit en ma compagnie ou en la compagnie d'autres créateurs de contenu, mais n'hésitez pas en tout cas à en discuter avec moi et je vous dis à très vite sur Plume à Papote. Bye bye.